Donc nous revoilà pour terminer, enfin pour continuer ce chapitre 4. Donc nous sommes toujours dans le grand 3, où l'on se demande si l'analyse en termes de classe sociale est toujours d'actualité, et toujours dans le grand 3, grand B, s'il y a un retour des classes sociales. Donc nous avons terminé la vidéo précédente avec l'analyse de Bourdieu et l'activité 25. Donc cette analyse constituait un premier argument en faveur du retour des classes. Vous serez d'accord, Bourdieu il nous dit que la détention, les différences de détention des différentes formes de capitaux, mais aussi les styles de vie, permettent de mettre en avant plusieurs classes sociales, et avec un processus de domination de la classe dominante, pour le coup, sur la classe moyenne et les classes populaires. Alors, on peut maintenant développer un second argument. Donc là, vous allez beaucoup prendre de notes sur cette vidéo. Donc, vous notez un deuxième argument où on va chercher ici à relativiser la thèse de la moyennisation qu'on avait vue dans le grand 3, grand A. On s'était demandé s'il y avait un effacement des classes sociales. En effet, on peut se demander si l'analyse de Mandras qu'on avait vue dans cette partie n'était pas trop ancrée dans la réalité de la fin des années 60 et années 70, qui correspondait aux 30 Glorieuses. Mais il pourrait y avoir, du coup, avec la fin des 30 Glorieuses, un retour des classes sociales, car il y a une perte de pouvoir d'achat pour les plus modestes, mais aussi une montée de la précarité, du chômage. Donc la dégradation de ce contexte économique dans les années 80 semblerait réactiver les frontières entre catégories sociales. N'hésitez pas à reprendre plusieurs fois ce que je viens de dire pour prendre des notes. Donc l'analyse, je répète un petit peu différemment, l'analyse de Mandras serait remise en question avec la fin des 30 Glorieuses, où le contexte économique ferait réactiver les frontières de classe. Alors, pour illustrer cette idée, je vous propose maintenant de lire l'activité numéro 26. Voilà, vous lisez l'activité, vous mettez sur pause pour lire l'activité. Alors, prenez maintenant des notes par rapport à cette activité, dans laquelle, selon moi, on peut retrouver trois arguments qui sont en faveur d'un retour des classes sociales. D'abord, le premier argument, il y a l'idée qu'il faut justement relativiser l'argument qu'on avait vu dans le grand 3, grand A, selon laquelle la société se moyennise. On avait dit qu'on avait une homogénéisation des modes de vie. Mais on voit dans ce document que cette homogénéisation, finalement, elle est relative, puisque l'utilisation de certains biens peut se faire de façon très différente selon les groupes sociaux. On avait évoqué l'exemple de la télé. L'utilisation de la télé est très classante, dans le sens de classer les individus, les groupes sociaux. Par exemple, il y a à la télé aussi des programmes qui sont de l'ordre d'une culture légitime, beaucoup plus prestigieuse que d'autres. Deuxième argument que l'on peut retrouver dans cette activité 26, le fait qu'il faut nuancer les effets bénéfiques d'une hausse des revenus et du pouvoir d'achat. Oui, c'est vrai, on a pu constater une hausse globale des revenus et une hausse constante aussi du pouvoir d'achat, mais pour autant la façon de consommer son revenu reste très différente et très inégalitaire en fonction des ménages. Ainsi, certains ménages doivent consacrer la quasi-totalité de leurs revenus à des postes contraints, le logement, la santé, l'alimentation. Donc par rapport aux autres ménages, même s'ils ont des revenus plus élevés qu'avant, par rapport à des ménages qui ont des revenus très élevés, ils n'ont pas la possibilité de s'offrir certains loisirs. Enfin, troisième argument à mettre en avant dans cette activité 26, on ne constate pas d'homogénéisation des modes de vie en ce qui concerne la possibilité d'employer des personnes pour des tâches domestiques. Ça reste le privilège d'une poignée de la population, de la frange la plus aisée de la population, qui peut se permettre de payer des personnes pour faire les tâches domestiques et ainsi avoir des temps de loisirs. Donc voilà les trois éléments à retenir de cette activité 26 et qui permettent de valider ce second argument selon lequel la thèse de la moyennisation doit être relativisée. Ensuite, dans ce grand 3, grand B, troisième argument en faveur d'un retour des classes, il y aurait des logiques de classe qui n'auraient pas disparu. Donc ça, c'est le troisième argument de ce grand 3, grand B. Les logiques de classe n'auraient pas vraiment disparu. Alors, je vous propose maintenant de lire les deux documents de cette activité numéro 27,
la bourgeoisie ou les attributs d'une classe sociale. Donc, voici le premier document et le deuxième document, puis vous répondez aux questions 48 et 49. Vous pouvez mettre sur pause. Alors, question 48. Qu'est-ce qu'on voit dans ces deux documents qui nous permet de voir que la bourgeoisie constitue toujours une classe en soi et une classe pour soi? Eh bien, une classe en soi, et bien, tout simplement la place dans le processus de production permet toujours aux personnes qui appartiennent à ce groupe social d'avoir des revenus plus élevés, et ces revenus plus élevés leur permettent par exemple, comme on le voit dans ce document, d'organiser des soirées dansantes extrêmement coûteuses, ou alors comme on le voit dans ce document, d'habiter dans les quartiers les plus aisés, les plus huppés. Ensuite, question numéro 49. Illustrer des exemples de pratiques qui sont propres à la bourgeoisie à l'aide du second document. Donc, exemple de pratique, l'organisation de ces soirées dansantes, avec des valeurs bien spécifiques dans ces soirées dansantes, où on y apprend à danser d'une certaine façon, on y apprend les subtilités de la vie mondaine, etc. Et donc, une transmission de normes et de valeurs dans ces soirées mondaines, mais aussi des pratiques de classe qui sont du coup destinées à favoriser l'entre-soi et l'homogamie dont on avait déjà parlé, voire même l'endogamie ici. Vraiment, il s'agit dans ces soirées d'essayer de faire en sorte que les enfants puissent rencontrer leur futur conjoint dans un milieu social proche du leur. Donc, dans ce troisième argument, on voit bien que la grande bourgeoisie, vous pouvez prendre ça en note, est parvenue à conserver sa capacité à défendre ses intérêts, mais aussi à transmettre son patrimoine et ses valeurs. On transmet son patrimoine en choisissant son conjoint dans une catégorie sociale similaire. Alors, dans ce troisième argument où on parle de pratiques de classe, de logique de classe qui persiste, on peut aussi raisonner par le bas et aller regarder du côté des classes populaires. Je vous propose du coup maintenant de lire l'activité 28 avec l'armée de précaires mise en avant par Florence Obna et de répondre aux questions numéro 50 et 51. Donc vous pouvez mettre sur pause. Donc vous voyez que des éléments communs persistent aussi en bas de l'échelle et permettent de classer les individus. Donc ici le point commun, ça va être la précarité. Et on peut du coup analyser ces classes précaires, ces catégories précaires, à la fois au regard de l'analyse de Marx et au regard de l'analyse de Bourdieu. Si on regarde du point de vue de Marx, quel est le terme que vous devez mettre en avant? Le terme d'exploitation. On voit bien que cette armée de précaires est exploitée, justement parce qu'ils sont dans une situation de précarité. Ils sont prêts à accepter n'importe quel emploi et du coup les employeurs en profitent. Bourdieu, lui, évoquerait plutôt un processus de domination de ces catégories précaires. Donc pour l'analyse de Marx, exploitation, pour l'analyse de Bourdieu, la notion de domination. Alors, est-ce que ces précaires constituent une classe en soi et une classe pour soi? Une classe en soi, je pense que ça va de soi, oui, c'est le cas. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même place dans le processus de production, alors cette fois-ci en bas de l'échelle. Mais une classe pour soi, c'est plus délicat malgré tout. Pourquoi? Parce que ces précaires, même s'ils ont des situations similaires, on l'avait déjà vu dans le grand 3, grand A. Pourquoi? Parce que la plupart sont salariés, salariés dans le secteur des services. Pour autant, leur situation personnelle peut être très différente, avec des contrats de travail très différents, des temps de travail très différents, etc., qui font qu'il y a une concurrence entre eux et du coup qu'il y aura une difficulté pour une prise de conscience d'intérêts communs et surtout pour défendre en commun ces intérêts-là. Cette concurrence va rendre difficile cette défense commune des intérêts. Donc si on veut faire un bilan de ce grand 3, grand B, il y aurait un durcissement des frontières de classe. Je trouve que le document de l'activité 29 est assez marquant pour évoquer ce durcissement, pour évoquer un bilan de ce grand 3, grand B. Donc je vous propose de mettre pause et de lire ce document. Vous ne faites pas les questions.
Donc effectivement, vous voyez dans ce document, on voit bien cette idée des inégalités qui se creusent, qui vont donc faire relativiser la thèse de la moyennisation, et puis aussi cette catégorie populaire qui est aspirée du côté de la précarité, et les plus aisés, eux, qui parviennent à maintenir des stratégies de domination. Mais attention, le fait que les inégalités finalement et les conflits entre groupes sociaux n'auraient jamais vraiment disparu, la remontée des inégalités peut laisser croire à un renouveau des classes sociales, mais à une condition qu'il y ait bien un caractère cumulatif de ces inégalités, que ces inégalités se renforcent. Donc le creusement des inégalités peut effectivement, prenez ça en note, marquer le renouveau des classes sociales si ces inégalités ont un caractère cumulatif, voire la correction de la dissertation par rapport à ça. Donc maintenant faisons un bilan de tout le grand 3, grand 3, grand A, grand B. Est-ce que dans les sociétés contemporaines, il est toujours pertinent de parler de classe sociale? Alors je vous ai dit que ça pouvait tout à fait faire l'objet, ce grand 3 d'une dissertation. Donc je vous propose dans cette activité bilan numéro 30, un ensemble d'arguments en fait, que vous pourriez reprendre par exemple dans une dissertation. Et à vous de reclasser ces arguments en mettant une croix. Est-ce que ces arguments proposent plutôt une situation dans laquelle on pourrait observer un déclin des classes sociales ou alors un maintien des classes sociales? Donc vous pouvez mettre pause pour réaliser cette activité. Alors, corrigeons cette activité ensemble maintenant. Donc le fait qu'il y ait une mutation dans la structure des PCS, de moins en moins d'agriculteurs, d'artisans, commerçants et d'ouvriers, mais de plus en plus de professions intellectuelles supérieures, cadres, professions intermédiaires, etc., qui sont caractéristiques de la salarisation et aussi de la tertiarisation de l'emploi dont on a parlé, serait un argument en faveur du déclin des classes sociales. Parce que voilà, les classes sociales, on pouvait peut-être plus particulièrement les retrouver dans des catégories qui avaient des pratiques très marquées et qui sont des catégories en déclin. Alors l'essor des classes moyennes durant les 30 Glorieuses est aussi un argument en faveur du déclin des classes sociales. Les inégalités maintenues, voire croissantes, des pratiques culturelles entre professions et catégories socio-professionnelles, ça c'est un argument en faveur du maintien des classes sociales. Les inégalités cumulatives qui conduisent à de la reproduction sociale, donc c'est ce que je viens de vous dire juste avant, les inégalités se cumulent et la reproduction sociale, vous avez vu cette notion avec Monsieur Milicet, c'est l'idée que d'une génération à l'autre, la place dans la hiérarchie sociale se maintient, donc du coup ça c'est un argument en faveur du maintien des classes sociales. La démocratisation scolaire depuis les années 70, argument en faveur du déclin des classes sociales. Les revenus, et les revenus et le patrimoine des mieux rémunérés, des plus riches qui s'envolent, ça c'est un argument en faveur du maintien des classes sociales. Les choix d'orientation et de réussite scolaire qui sont très corrélés, donc en lien avec la catégorie socio-professionnelle des parents, ça c'est un argument en faveur du maintien des classes sociales. La baisse des inégalités salariales au cours du XXe siècle, argument en faveur du déclin des classes sociales. L'embourgeoisement des ouvriers au cours des 30 Glorieuses, là c'est l'idée d'un rapprochement des modes de vie, donc c'est l'idée d'un déclin des classes sociales. Depuis les années 90, le rejet du monde ouvrier par de plus en plus d'ouvriers eux-mêmes et leurs enfants. Donc ça, c'était l'argument mis en avant par Bastien, le fait que finalement, ça pouvait être presque péjoratif d'appartenir à la classe ouvrière. C'est un argument en faveur du déclin de cette classe. Et la bourgeoisie contemporaine, qui est de plus en plus fortunée, qui arrive à influencer les politiques et à maintenir des stratégies pour maintenir l'entre-soi et l'homogamie, donc c'est-à-dire ils se marient entre eux, pour résumer, c'est un argument en faveur du maintien des classes sociales. Donc en conclusion de ce grand 3, les classes sociales, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une grille de lecture de la stratification parmi d'autres, mais c'est une grille qui reste opératoire pour comprendre certains phénomènes sociaux, y compris les phénomènes sociaux contemporains, et notamment les rapports de domination. Mais attention, les classes sociales restent aussi une analyse qui permet d'analyser une partie de la société contemporaine, mais pas toutes les dimensions de la société contemporaine.
Par exemple, on peut imaginer un individu qui peut se sentir appartenir à la classe moyenne lorsqu'il s'agit pour lui de le classer sur l'échelle de revenus ou de la fiscalité. Il se dit oui, c'est vrai que mes revenus me permettent de considérer que je fais plutôt partie de la classe moyenne, mais dans d'autres circonstances de la vie, ce sera d'autres éléments de son identité qui seront importants pour définir sa classe ou pour définir son groupe social, comme son rôle de citoyen, de consommateur, on a parlé aussi des origines ethniques, etc. Donc en fait, cette conclusion du grand 3, si vous vous rappelez, elle fait référence à la remarque qu'avait fait Noémie. En gros, quelle est la théorie qui est valable? Elle reste toute valable. Ce qu'il faut comprendre dans les théories scientifiques en sociologie, c'est qu'elles permettent chacune d'appréhender un des éléments de la vie sociale. Donc les classes sociales permettent encore de comprendre la structure sociale contemporaine, mais ça n'épuise pas toutes ces structures sociales qui est devenue très complexe, comme on a pu le voir dans le grand 3, grand A. Voilà, j'espère que vous arrivez à peu près à suivre. N'hésitez pas à mettre pause, à revenir en arrière, à vous poser des questions les uns les autres pour clarifier tout ça. Je reviens dans une prochaine vidéo pour terminer ce chapitre avec le grand 4 sur les catégories socio-professionnelles.